Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webcast Le Monde Informatique en partenariat avec Fortinet. Je suis aujourd'hui en compagnie de Christophe Auberger qui est CTO de Fortinet. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons aujourd'hui évoquer la thématique de la lutte contre les attaques avancées, qui est un sujet d'actualité. On en a constaté une recrudescence des attaques, notamment pendant le confinement. Et il est indéniable que les entreprises ont besoin de protéger au mieux leur bien plus précieux qui est leurs données. C'est un vrai combat incessant qui est fait de contre-mesures et qui implique tout un arsenal comprenant à la fois des fonctions de protection et de détection et des solutions sont en train d'émerger recourant notamment à l'intelligence artificielle pour apporter une assistance en temps réel, notamment aux analystes des SOC, qui proposent des approches notamment déceptives pour leurrer les cybercriminels, ainsi qu'une adaptation des défenses du système d'information aux tentatives d'intrusion. Christophe Auberger, est-ce que vous pourriez nous présenter les grands défis à relever en matière de cybersécurité pour les entreprises actuellement ? Alors, les défis sont nombreux, effectivement, dans un monde où la numérisation est très importante. On parle beaucoup de transformation numérique. Cette transformation est là. On l'a vu notamment avec l'épisode pandémique où on a bien vu qu'il y avait quand même beaucoup d'entreprises qui étaient capables de continuer de fonctionner en mode virtuel, on va dire, donc en s'appuyant sur des services numériques. Cette numérisation des entreprises, elle implique quand même deux phénomènes. Le premier, c'est que les entreprises ont de plus en plus d'adhérence au digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand le système d'information dysfonctionne, l'entreprise ne fonctionne plus, le business s'arrête. Et la deuxième, c'est que les surfaces d'attaque de ces entreprises sont de plus en plus importantes. Parce que justement, il est nécessaire d'exposer de nombreuses ressources, il est nécessaire d'autoriser les clients à se connecter sur des services, il est nécessaire de permettre aux utilisateurs de se connecter à distance. Et toutes ces choses-là font qu'effectivement, on a à la fois une adhérence au digital de plus en plus forte et une surface d'attaque qui augmente. Et malheureusement, les cybercriminels, eux, sont sur un business model qui est florissant et donc profitent de ces choses-là. Et il y a plusieurs aspects côté cybercriminel, parce que pour bien comprendre comment on peut se défendre, il faut bien comprendre comment fonctionnent les gens qui mènent les attaques. Si on prend la cybercriminalité classique, c'est-à-dire les organisations de type criminel ou mafieuses, c'est un marché qui s'est complètement professionnalisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est assez simple d'acquérir des compétences, du code, des infrastructures, des ressources pour mener des attaques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui n'a pas de compétences dans le domaine cyber, s'il a des moyens, il peut mener ses attaques de manière assez simple. Et ça peut être des attaques qui sont très sophistiquées, puisque derrière, il peut y avoir des compétences très, très importantes, et ce sont des gens qui disposent de temps. Donc ça veut dire que les entreprises sont confrontées à un dilemme important. D'un côté, une surface d'attaque qui augmente, une adhérence au digital très importante, et d'un autre côté, des attaques qui deviennent de plus en plus sophistiquées et de plus en plus nombreuses, en fait, puisque comme c'est assez simple de mener des attaques et que le business model il est pérenne, il n'y a pas de raison malheureusement que les cybercriminels s'en privent. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une problématique importante. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on est dans un mode mesure contre mesure et il faut constamment s'adapter, adapter finalement la défense aux différentes méthodes d'attaque. Si on prend ce qu'on faisait pendant très longtemps, on a travaillé sur identifier du code malfaisant à travers des mécanismes de base de connaissances et ensuite appliquer des technologies qui permettaient de les reconnaître. C'est classiquement tout ce qui est antivirus, on va dire anti-malware au sens large aujourd'hui, parce que ça va au-delà du simple attaque de type viral. C'est également les systèmes anti-intrusion, c'est les systèmes de blocage de fuite de données. Enfin, tous ces systèmes-là sont basés sur effectivement une notion de base de connaissances. Aujourd'hui, alors c'est nécessaire, bien entendu. En revanche, on se rend compte qu'il y a quand même une partie non négligeable des attaques qui vont passer à travers parce qu'en fait, elles sont trop nouvelles, elles ont été manipulées, elles ont été recodées et qui fait qu'effectivement, ça ne va pas correspondre à une base de connaissances et on va passer outre.
Donc, le moyen de se protéger contre ces attaques, et il y en a quand même un certain nombre, hein. On estime qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des malwares qu'on va détecter aujourd'hui, 95% n'existaient pas hier, 95% n'existeront pas demain. Ça veut dire que la très grande majorité des malwares sont des malwares nouveaux, entre guillemets. Alors, il faut s'entendre, hein, 80% du code est très souvent réutilisé, mais il est réassemblé, il est modifié, il est réencodé, il est tronçonné. Ce qui fait qu'effectivement, la compétence, c'est une compétence qui est ancienne, entre guillemets, mais le matching, la reconnaissance par rapport à une base de connaissances ne fonctionnera pas. Donc, le seul moyen de se prémunir contre ce type de menace, c'est non plus d'essayer de reconnaître le code malfaisant, l'attaque en elle-même, mais c'est de reconnaître son effet, c'est-à-dire le comportement. Aujourd'hui, on travaille énormément sur l'analyse comportementale. Et vous parliez d'intelligence artificielle. Et effectivement, la méthode la plus efficace pour faire de l'analyse comportementale, c'est de se baser sur ce qu'on appelle sous le vocable l'intelligence artificielle. En fait, il s'agit assez souvent plutôt de machine learning, c'est-à-dire un système de traitement de l'information qui va être capable de définir des profils, de définir donc des gabarits de comportement normal, entre guillemets, et donc de pouvoir détecter quand ça dérive par rapport à ce comportement-là, et d'en déduire que probablement il y a une attaque en cours ou une tentative d'attaque. Donc ça, c'est dans les grandes lignes l'apport que peut avoir l'intelligence artificielle sur un très grand nombre de technologies de cyberprotection, que ce soit sur des analyses de comportement du poste de travail, des analyses de comportement d'applicatifs, du traitement sur les logs et des choses comme ça. On se rend compte aujourd'hui que c'est une première étape, mais qu'il y a des choses qui seraient plus importantes et intéressantes à faire dans ce domaine-là, qui est non plus d'utiliser uniquement du machine learning, qui finalement, en termes d'intelligence artificielle, est quelque chose d'assez basique, mais d'aller beaucoup plus loin, d'aller sur du deep learning, et donc une capacité d'analyse bien supérieure pour arriver sur des systèmes qui vont être capables d'assister les analyses sur les SOC, par exemple. Aujourd'hui, une des problématiques qu'ont les analystes dans les SOC, c'est qu'en fait, ils reçoivent beaucoup d'événements, malgré les systèmes de filtre, de corrélation, les scénarios qu'on peut mettre en place. Il y a quand même beaucoup d'événements qui remontent aux analystes, qui vont être obligés d'analyser pour s'apercevoir que sur tous ces événements qu'ils ont traités, il y en a 80% ou plus qui finalement sont ce qu'on pourrait qualifier de faux positifs. C'est-à-dire que c'est effectivement des comportements du système d'information pas forcément planifiés, pas forcément prévisibles, mais qui sont normaux. On peut avoir des exemples classiques comme les traitements de fin de mois. Effectivement, un traitement de fin de mois, ce n'est pas le comportement qu'il y a eu pendant tout le mois. Pour autant, ce n'est pas une attaque. Alors, effectivement, on peut se faire avoir, entre guillemets, un mois et le mois suivant, on pourra traiter plus facilement. Mais il y a plein d'exemples comme ça. Et donc, l'idée, c'est d'appliquer le deep learning pour assister les analystes et finalement traiter ces 80% de manière automatique et très rapide. On parle de systèmes qui sont capables de prendre une décision en 100 millisecondes. Donc, c'est du quasi temps réel et ça permet d'éliminer en fait un très grand nombre de faux positifs pour que les analystes se concentrent uniquement sur les attaques qui ont de très fortes probabilités d'être des attaques. Donc ça, c'est une première technologie émergente, c'est relativement nouveau, mais c'est très prometteur et ça rend de très grands services. Et puis la deuxième approche qu'on trouve contre ces attaques avancées très sophistiquées, c'est ce qu'on appelle les technologies déceptives, ce sont les leurres en fait. Donc ça consiste à à exposer finalement un système d'information qui ressemble le plus possible au système d'information réel de l'entreprise, mais qui est un leurre. Et ce système-là va permettre deux choses. La première, c'est que, évidemment, pendant que les cybercriminels s'occupent de leur, ils ne s'occupent pas du vrai système d'information, et c'est d'autant de gagner. Mais le vrai objectif, il n'est pas là, il est de voir quelles sont les attaques qui sont menées, quelles sont celles qui peuvent aboutir, et quelles sont les actions correctrices que je vais mettre en place pour éviter justement que ces attaques n'aboutissent. Donc en gros, on est dans un système qui n'est plus réactif, puisqu'en fait, le système d'information n'a pas été attaqué, la faille n'est pas avérée, mais on va la corriger avant que quelqu'un puisse l'exploiter. Donc, on est sur une approche qui est un peu plus dans le proactif que le réactif et qui permet finalement de travailler de manière plus sereine et de protéger son système d'information sans en subir les impacts finalement, donc uniquement en déployant ce système de leurre qui va permettre d'observer, de comprendre les attaques et de pouvoir réagir au fur et à mesure. On le disait, on est vraiment dans une mesure contre mesure. Là, c'est un moyen
pour l'entreprise qui se défend d'avoir un coup d'avance sur l'attaquant, alors que très souvent c'est l'inverse, c'est toujours l'attaquant qui a un coup d'avance. Donc là, on a quelque chose qui est très très intéressant. Ce sont des technologies qui sont relativement récentes, relativement nouvelles. Il y a beaucoup de gens qui regardent dans ce domaine-là et je pense que c'est très très prometteur parce que ça permet vraiment de comprendre comment sont menées les attaques, de voir comment les technologies qui sont utilisées, de voir éventuellement les failles qui sont déployées. Ça peut permettre même dans certains cas de détecter des 0D, puisque justement on va voir comment réagit le système qui est finalement un miroir du système d'exploitation d'entreprise. Tout en sachant qu'il n'y aura pas d'impact puisqu'on est dans un système qui est complètement hermétique et qui en plus ne produit pas vraiment, quoi, qui simule une production. Donc voilà, les deux grandes tendances nouvelles tendances qu'on voit au niveau de la cybersécurité et qui permettent d'adresser de manière un peu différente et en ayant un coup d'avance les problématiques de défense contre ces attaques sophistiquées qui aujourd'hui effectivement sont extrêmement difficiles à enrayer par des moyens classiques parce que souvent elles sont très sophistiquées. Et puis il y a peut-être une chose qu'il faut dire parce que très souvent, en tout cas dans ce qu'on peut voir dans les films ou dans un peu les discussions qu'on peut avoir, que une attaque, ce n'est pas forcément uniquement un fichier corrompu ou un fichier malfaisant qui est envoyé à l'entreprise. Très souvent, c'est quelque chose qui se déroule dans le temps, parce que bien évidemment, il y a quand même des systèmes de défense dans les entreprises, et il est très rare qu'en une seule opération, on puisse prendre la main sur un système complet et exfiltrer de l'information. Très souvent, ça commence par une première attaque qui permet éventuellement de télécharger d'autres codes, de mettre en place des rootkits, qui permet éventuellement derrière d'avoir un premier accès, et ensuite on va faire une augmentation de privilèges. Enfin, ce sont des opérations qui sont longues, qui s'établissent dans le temps et qui ont également un objectif, c'est d'être le plus discret possible, parce qu'effectivement, d'un point de vue du cyberattaquant, toutes ces opérations-là ont un coût humain, un coût en temps, un coût éventuellement en acquisition de technologie, et lui, il cherche à le rentabiliser au maximum. Donc, il va essayer d'être le plus discret possible dans les opérations qu'il mène, de manière à ne pas pouvoir se faire repérer, ou en tout cas, pas se faire repérer avant qu'il ait récupéré ce qui l'intéressait, qui sont en général les données de l'entreprise, de différents ordres, en fonction de ce qu'il souhaite monnayer. Mais effectivement, c'est des opérations qui se mènent de manière très discrète. Et alors, tout à l'heure, vous évoquiez la question de l'automatisation de ces dispositifs, donc, qui permet également de libérer le temps et les compétences des équipes de sécurité pour se concentrer sur des tâches qui ont une vraie valeur ajoutée. Donc, il y a une vraie synergie, en fin de compte. Complètement. Aujourd'hui, c'est une nouvelle pour personne. Malheureusement, il n'y a pas une seule technologie de cybersécurité qui permet une défense complète contre tous les types de menaces. Donc, on est quelque part un peu contraint de déployer différents types de technologies. Du Web Application Firewall, du Firewall nouvelle génération, du Sandbox, enfin, je ne vais pas tous les citer, mais il y a beaucoup de technologies différentes qui rendent des services et qui correspondent à la couverture d'un vrai risque. En revanche, quand on impile toutes ces technologies, on a une approche qui est un peu en silo, avec des technologies qui sont posées les unes à côté des autres, sur lesquelles il faut former les équipes, sur lesquelles il faut faire évoluer les versions, il faut intégrer ces différents produits. On se rend vite compte que c'est extrêmement consommateur en temps, alors que si on est capable de proposer un framework sur lequel on vient plugger ces différentes fonctions de sécurité et qui apporte toute la partie intégration et automatisation, donc non seulement on libère les équipes pour des tâches à valeur plus ajoutée, effectivement installer ou faire monter en version un produit, c'est pas quelque chose qui est, même si c'est nécessaire et important, c'est pas forcément là où les gens ont le plus de valeur, surtout dans un domaine de cybersécurité où les ressources sont rares, pour leur libérer du temps pour autre chose. Et le deuxième effet, c'est qu'en plus, ça va augmenter le niveau de sécurité. Plutôt que d'augmenter la complexité et donc d'avoir quelque chose qui est difficile à gérer et à configurer, on va au contraire pouvoir apporter des fonctions nouvelles, comme par exemple des mécanismes de confinement automatique
lorsque le sandbox détecte un ransomware, par exemple, il va être capable non seulement d'apporter la réponse à celui qui a fourni l'échantillon, en lui disant c'est un ransomware, mais il va être capable de générer une signature à la volée qui va pouvoir distribuer au poste de travail, au firewall, au système de sécurisation de la messagerie, et ainsi créer un mécanisme de confinement automatique sans aucune intervention humaine. Et du coup, on a augmenté le niveau de sécurité sans rajouter de produits, simplement en créant de la synergie entre les différents modules de fonctionnement. Donc, ce framework, c'est la sécurité fabrique, c'est vraiment quelque chose qui apporte de la valeur par cette capacité à, un, libérer les ressources pour des tâches à valeur ajoutée, et deux, augmenter le niveau de sécurité par de l'automatisation et tirer parti de la synergie entre les différentes fonctions de sécurité. Alors, est-ce que justement vous pourriez nous présenter un peu en détail la façon dont fonctionne ce maillage entre les différentes fonctionnalités de la Security Fabric? Alors, effectivement, la Security Fabric, ça a été conçu de manière complètement ouverte. Donc, ce qui est déjà important de savoir, c'est que ce n'est pas réservé qu'à nos produits, mais on peut intégrer des produits tierces. Et qui permet de dialoguer à tous les produits, de dialoguer entre eux, en apportant donc une très large couverture, puisqu'on s'en rend bien compte, assurer la cyberdéfense d'une entreprise, ça nécessite d'avoir différents types de fonctions pour couvrir l'ensemble des risques. Deuxièmement, l'intégration est très important, puisqu'en fait, les différents produits, il faut les intégrer entre eux, c'est-à-dire qu'ils soient capables d'avoir de la synergie, qu'ils soient capables de comprendre les entrées et les sorties de chacun, donc via des mécanismes d'API. On va assurer ce dialogue. Et puis, troisième point, l'automatisation, donc mettre en place des mécanismes qui permettent d'assurer non pas uniquement la communication entre les fonctions, mais également une automatisation des fonctions. Je citais par exemple tout à l'heure le confinement automatique. C'est effectivement le sandbox qui génère une signature, qui l'envoie au poste de travail, qui fait que quand le poste de travail, l'utilisateur va recevoir le fichier par message et va malheureusement cliquer sur le lien, automatiquement le poste de travail ayant la signature va bloquer l'accès au fichier corrompu et donc permettre justement un niveau de sécurité élevé. Donc là, on est sur un exemple de fichier, mais ça serait du fileless. On a des mécanismes identiques qui permettent de bloquer ces actions-là. Et donc, de manière complètement automatisée, ça, c'est très important. On a des mécanismes aussi qui permettent, à partir des systèmes de reporting classiques des différents équipements, de remonter des informations corrélées au niveau du SIEM pour ensuite aller sortir des indicateurs de compromission de manière automatique. Ça aussi, c'est très important puisque ça permet de fournir des éléments très concrets, déjà pré-traités aux analystes qui vont travailler ensuite sur ces événements-là. Donc, ce framework, cette plateforme de sécurité va permettre de couvrir l'ensemble de la surface d'attaque et va permettre de traiter tous les points de la sécurité nécessaires, à la fois en termes de fonctions, donc les différentes fonctions dont on a parlé tout à l'heure, avec des fonctions de type firewall nouvelle génération, des fonctions de type SD-WAN, SD-branch, des fonctions de type sandboxing, des fonctions de contrôle d'accès, avec la gestion du contrôle d'accès sur le réseau, la gestion des identités, les terminaux, etc. Toutes ces fonctions-là seront intégrées dans le framework, vont pouvoir discuter entre elles, on va pouvoir apporter de l'automatisation entre ces différentes fonctions. Et puis, tout ça s'appuie effectivement sur, je dirais, la valeur ajoutée, donc à la fois tout ce qui est le threat intelligence de Fortinet, donc issu de pas mal d'années de recherche, notamment en intelligence artificielle, avec des mécanismes de génération automatique de signatures, également de détection de comportement. Et puis toute la gouvernance qu'on va retrouver, cette centre unique de gestion, puisque évidemment, on ne pourra protéger que ce qu'on voit. Et donc, il est très intéressant de pouvoir avoir cette notion de point central à la fois de gestion et de configuration, et également avoir une vision sur les capacités d'automatisation de l'ensemble de ce périmètre-là. Donc, cette plateforme, cette fabrique, cette sécurité
sécurité fabrique, il faut voir ça vraiment comme un ensemble dans lequel on vient plugger les fonctions de sécurité et qui va apporter à la fois la capacité de synergie et la capacité d'automatisation entre ces différentes fonctions au bénéfice de la sécurité, tout en libérant les ressources pour des tâches plus à valeur ajoutée. Les gens de la cybersécurité vont se concentrer sur la définition des politiques de sécurité, la définition des catégories d'information et leur niveau de criticité les unes par rapport aux autres, à tous ces aspects-là. Mais finalement, la colle entre les modules, la manière dont on va avoir besoin d'intégrer les solutions entre elles, ça sera pris en charge directement au niveau de la fabrique et ça va alléger beaucoup les ressources qui gèrent ces choses-là aujourd'hui. On comprend effectivement tout l'intérêt d'une approche intégrée basée sur un framework dans la lutte contre les attaques avancées. Bien Christophe Auberger, je vous remercie pour ce tour d'horizon complet et je vous dis à une prochaine fois. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.